à toutes et tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet un petit peu particulier, puisqu'on va évoquer l'évolution du combattant hoplitique, qui est un citoyen guerrier se battant au sein d'une formation de groupe qu'on appelle la phalange, vers l'Hoplomach, qui est un gladiateur de l'époque romaine jusqu'à la période impériale et qui lui se bat en duel dans un sport spectacle au sein des amphithéâtres romains. Et pour ce faire, j'ai fait venir deux spécialistes. Tout d'abord, Stéphane. Donc, est-ce que tu peux te présenter succinctement? Stéphane, je suis doctorant à l'université Paul Valéry de Montpellier. Je travaille actuellement sur une thèse qui concerne la genèse de la gladiature à l'époque républicaine. Et de l'autre côté, on a Michel, donc, qui est le présentateur de la chaîne YouTube de la société Acta. Alors, est-ce que tu peux te présenter et présenter Acta au passage? Bonjour Vincent. Alors, je m'appelle Michel, je fais partie d'Acta maintenant depuis 6 ans, donc je suis combattant au sein d'Acta et animateur. Et Acta, c'est une société qui s'est spécialisée sur la recherche des sports et des combats de l'Antiquité, et notamment des combats de gladiateurs. Donc on fait de la recherche, on fait de la médiation autour de ces combats, et donc justement, on travaille sur un combattant comme l'Hoplomach. Alors justement, j'en profite pour vous dire que cette vidéo est un diptyque fait en partenariat avec la chaîne YouTube Acta Vidéo, mais ça j'en parlerai en fin de vidéo. Alors pour commencer, je vais vous faire un rappel assez succinct sur ce qu'est l'hoplite grec. L'hoplite, c'est un combattant qui est apparu à l'époque archaïque, au 8e siècle avant notre ère, et qui s'est développé durant toute cette période jusqu'au 5e siècle, là aussi avant notre ère. C'est un citoyen d'une cité-État, qu'on appelle la police, qui se bat pour la protection des intérêts de cette dernière, et qui va payer son propre matériel. Son matériel, il est assez simple. Il est composé principalement de l'aspis coilé, c'est ce bouclier assez grand, circulaire, creux à l'intérieur, qui va lui permettre de se protéger, et il va avoir comme arme principale offensive la lance. Une lance à double pointe, une pointe offensive d'un côté, et de l'autre un talon qui permet d'équilibrer la lance et de servir d'arme de secours. Alors évidemment, il y a un casque emblématique, mais il y a différents types de casques. L'important est que son crâne soit protégé. Il va avoir des armures pour se protéger au niveau du corps, en fonction de sa richesse, et en cas de besoin, quand il est appelé pour défendre sa cité, il va prendre les armes et venir se battre dans une formation qui est la phalange. J'en reparlerai juste après. Et d'ailleurs, ce matériel très spécifique qui est le grand bouclier rond et la lance, finalement, ce sont les deux choses qu'on retrouve avec un combattant qui est l'Hoplomach, qui est un gladiateur. Alors effectivement, quand on voit un Hoplomach sur une iconographie, il y a quelques éléments qui permettent vraiment de le reconnaître tout de suite. Son bouclier, rond lui aussi, mais plus petit que l'aspis. Sa lance, parce que c'est le seul gladiateur qui est équipé d'une lance, même si on en retrouve d'autres armes d'astre, comme sur le rétiaire par exemple, et puis certains éléments, voilà, des grandes protections sur les jambes et autres. Donc lance, bouclier rond, on est sûr qu'on a un Hoplomach chez les gladiateurs. Et est-ce que c'est possible de faire juste un petit point? Le gladiateur, c'est quoi exactement? Alors le gladiateur, là pour le coup, c'est un combattant de duel, de spectacle. On est vraiment chez quelqu'un qui est là dans un lieu qui est l'amphithéâtre, un lieu dédié au spectacle, pour faire une représentation devant le public, et donc par son duel, par son combat, faire de l'animation, faire un grand show, comme on aime aujourd'hui. Alors ça, c'est foncièrement différent justement du combattant hoplitique, puisque l'hoplite, à son époque, donc à l'époque grecque archaïque puis classique, son rôle principal, c'est de se battre dans une formation compacte que l'on appelle la phalange, où les boucliers vont se recouvrir les uns les autres pour offrir une protection optimale aux combattants au sein du rang, et dont le but est d'impacter la formation adverse pour l'enfoncer et ainsi la faire reculer. Donc c'est des combattants qui sont plutôt destinés à être engoncés dans une formation assez compacte et qui ne vont pas avoir la manœuvrabilité nécessaire et l'espace nécessaire pour engager du combat de duel. Là, est-ce que justement on n'est pas déjà sur un petit problème? Parce que si on veut comparer et voir l'héritage de l'hoplite à l'Hoplomach, est-ce que l'hoplite, finalement, en se battant qu'en groupe, est-ce qu'on peut le comparer à l'Hoplomach? Est-ce que l'hoplite, lui aussi, se retrouve dans des combats de duel? Oui, en effet, on a des moments où l'hoplite va se retrouver dans des moments très spécifiques, dans des contextes de duel. D'abord, il faut comprendre une chose, c'est que même à l'époque archaïque, on a des organisations de duels qui sont faits entre des cités. On a un exemple très flagrant, c'est l'exemple d'un conflit qui a eu lieu en 546 avant notre ère, entre Sparte et Argos, au sujet d'un territoire. Et sur ce territoire-là, pour éviter d'engager une grande bataille d'hoplites engageant tous les citoyens de chaque cité, ils ont décidé d'organiser une sorte de duel, mais quand on organise des duels à l'époque, c'est pas un contre un. C'est un duel de 300 champions contre 300 autres champions. Donc c'est déjà un peu du combat de formation, sauf que c'est un duel à mort. Il n'y a pas de retraite. Donc tous les combattants sont battus jusqu'à la mort, ce qui implique que vers la fin des combats, très probablement
les formations ont été ouvertes, plutôt éclatées, et il y a eu très probablement des duels. D'ailleurs, quand on regarde les pertes, c'est affolant, hein. Côté Sparte, 299 morts, et côté Argien, 298. Il y a un des Spartiates qui n'était pas mort, qui était blessé, hein, parmi les cadavres de ses compagnons, et du coup les deux Argiens ont pensé qu'ils étaient victorieux, et ils sont partis, et finalement le Spartiate s'est relevé, il a jugé qu'il était le seul encore en place sur le champ de bataille, et du coup il a érigé un trophée, et les Spartiates se sont déclarés vainqueurs. Alors en fait ça nous parle d'une chose qui est très particulière, c'est le fait que les hoplites se battaient dans un contexte qui est rituel à l'origine, où on exclut un maximum justement ces parts de duel et ces parts de flottement où les citoyens peuvent être tués entre chaque cité. Ce n'est pas l'intérêt de Sparte ou d'Argos de perdre énormément de citoyens. Son but, c'est de régler un conflit, hein, territorial, et derrière, de réussir à reprendre la vie de la cité. Du coup, on va mettre des règles sur la guerre, on ne pourchasse pas l'ennemi, donc c'est un cas où on pourrait y avoir des duels, et en plus de ça, on exclut les tirailleurs et les cavaliers. Donc on a très très peu de combats de duel, et on se bat que dans un champ entre formations. Mais déjà, ces premiers duels nous montrent qu'ils devaient être formés un peu au combat de duel, puisque là, en l'occurrence, ils ont dû se battre ainsi, et puis surtout, la guerre, elle va évoluer. Le fait qu'ils se battent essentiellement en formation et qu'ils aient ritualisé la guerre pour favoriser ce type de combat, n'empêche pas que dans leur culture, justement, ils aient énormément d'exemples de duels entre des grands combattants. D'ailleurs, je crois que dans l'Iliade, dans l'Odyssée, on a des duels qui sont organisés entre des combattants. Tout à fait, Vincent. En fait, dans l'Iliade, on peut remarquer qu'il y a à peu près 12 duels entre des princes, des champions, en fait, qui ont eu lieu à différentes phases de la guerre, qui a duré plus de 10 ans, en fait, devant les murs de Troie. Et ces duels, en fait, sont situés juste avant des batailles, ou dans le cadre aussi rituel, comme tu l'évoquais tout à l'heure, dans le cadre de funérailles. Il faut savoir que ces duels étaient de deux natures, des duels à mort précédant les champs de bataille, enfin les batailles qui avaient lieu devant la ville de Troie, ou dans le cadre des rituels, vraiment dans le cadre funéraire, où là on n'avait pas des duels à mort, parce que les combattants étaient des princes. Et en fait, on ne mettait pas à mort des princes alliés, les princes grecs, mais on honorait juste le mort par le sang versé, et le sang était léger, c'est-à-dire qu'il n'entraînait pas la mort. Donc effectivement, en fait, dans le cadre de l'Iliade, dans l'œuvre homérique du 8e siècle avant Jésus-Christ, on retrouve en fait tous les éléments du guerrier idéal soutenus par les divinités pour accomplir, on va dire, un combat à des fins héroïques et ainsi représenter vraiment ce guerrier dans toute sa grandeur et sa suprématie sur le champ de bataille. D'accord, donc pour montrer un peu sa grandeur, on est obligé de le faire se battre de manière individuelle. Exactement, on le sort en fait de la masse, on le sort des troupes pour le mettre en avant face à un champion qui a une valeur aussi, égale, voire supérieure à la sienne, pour justement montrer toute sa technicité, sa techné, son courage, et aussi permettre l'intervention divine, comme on le retrouve notamment dans le cadre du duel qui a opposé Ménélas et Paris devant les murs de Troie pour Hélène. Et dans le cadre des duels funéraires, on a des exemples très précis, bien décrits de duels funéraires. Le premier exemple que l'on connaît en fait dans l'histoire, c'est grâce à Homère, c'est au 8e siècle avec la mort de Patrocle. Achille, pour honorer la mémoire de son ami défunt, a organisé les premiers jeux funéraires qui étaient connus. Et en fait, dans le cadre des jeux funéraires, il y avait une série d'épreuves de duels armés, qu'on appelle aussi des monomachies, en fait, qui ont été organisées par des princes grecs, pour justement honorer la mémoire de Patrocle, et aussi les prix distribués étaient des armes somptueuses prises sur les guerriers troyens pour récompenser et valoriser les combattants. On a des informations précises d'ailleurs sur ces combats, sur comment ils se sont déroulés, et si des règles ont été établies. Exactement, en fait, c'était une règle jusqu'au premier sang, et en fait, on se rend compte que c'était l'audience, l'auditoire, qui avait peur en fait de l'engagement des combattants, et que la plupart des combats se sont arrêtés dès le premier sang, de peur que justement les combats, on va dire, ne dégénèrent et malencontreusement se terminent mal. Et c'est les spectateurs qui ont arrêté très rapidement ces combats pour ne pas justement avoir de mort. Alors, ce qui est particulier, c'est que dans la culture grecque de l'époque archaïque et classique, le duel funéraire, lui, par contre, n'est pas attesté. On n'a pas de sources qui nous disent qu'à la mort de tel grand citoyen, on organise des combats, est-ce que ça, des combats entre hoplites pour honorer le défunt. Par contre, on sait que c'est un thème qui a été récurrent sur les céramiques. Les Grecs étaient friands de ce sujet, du duel, et même de celui le plus emblématique entre Achille et Hector, qui est représenté des centaines de fois sur les vases à figure noire, puis les vases à figure rouge, donc aux époques archaïques et à l'époque classique. Donc ça nous montre que si le duel était un petit peu exclu de leur réalité martiale, eh bien c'était quand même très présent
dans leur réalité culturelle. Oui, et on peut remarquer qu'en fait, ce modèle s'est exporté tout autour du bassin méditerranéen en fait, par la diffusion de la poterie. Et ce sont des thèmes qui sont très récurrents, qu'on retrouve très présents, on va dire, en Italie, mais pas seulement, et qui ont aussi influencé forcément les peuples autochtones de ces différentes contrées, et qui ont véhiculé ce modèle de guerrier idéal, justement, qui a poussé certains à les adapter. Alors depuis tout à l'heure, vous parlez des textes homériques, de l'Iliade et de l'Odyssée. Mais finalement, comment ça s'ancre dans le réel pour ces Grecs et pour ces Romains? Parce que pour nous, ça nous semble être vraiment de l'ordre du fantasme, de la mythologie. Et comment on peut utiliser finalement ces textes comme ressources pour nous, pour comprendre les guerriers hoplitiques? Parce que finalement, on peut se dire qu'il peut y avoir une distance qui peut se faire entre cette vision peut-être idéalisée et la réalité qu'on peut vraiment avoir sur le terrain. Alors déjà, il y a une première chose à voir, c'est que Homère, c'est pas forcément une seule personne, mais ce qui est certain, c'est que ce sont des textes qui sont apparus à l'époque archaïque, donc entre le 8e et le 6e siècle avant notre ère. Donc il parle d'événements que nous situons historiquement vers la fin du 2e millénaire, mais en réalité, pour lui, il parle d'événements qui se sont réellement passés, d'abord. Pour les Grecs, ce sont des événements historiques et pas purement mythologiques. Et secondement, au sein de cette réalité homérique, de la fin du 2e millénaire, ils vont inclure des faits qui sont très présents pour eux. Notamment le fait que les aristocrates ne peuvent plus s'illustrer à la guerre parce que la guerre maintenant, c'est de la guerre phalangique, en formation. Ou si l'aristocrate sort de la formation, il met en danger toute cette dernière et finalement il va être exclu de la cité. Donc presque, c'est un peu le chant du cygne de ces aristocrates qui étaient prédominants sur les champs de bataille, qui laissent progressivement la place à cet hoplite citoyen, parmi lesquels il y a des aristocrates certes, mais qui se battent en formation. Et presque on pourrait dire qu'ils chantent des épopées d'un temps qui est maintenant révolu. Mais pour eux, c'était quelque chose d'historique et d'assez réel. Et je crois que par la suite, même dans le monde italique, ça le reste. Ça l'était tout à fait, ça l'était même au quotidien en fait, quand on voit la production de poterie, où on voit que les scènes qui étaient représentées étaient issues de l'Iliade et de l'Odyssée, avec les noms des différents protagonistes. Donc en fait c'était très parlant pour les cultures italiques puis romaines, en fait c'était très contemporain, même pour eux. Et seule la représentation du guerrier changeait pour correspondre à ce qu'il était de l'époque en fait, du spectateur de ces décors-là, de ces scènes homériques. Et il ne faut pas oublier aussi que Homère a forgé réellement le guerrier idéal grec, puis a influencé la Rome. Mais Alexandre le Grand se proclamait être un descendant d'Achille. Et Achille, en fait, les exploits d'Achille ont été relayés et relatés par Homère dans l'Iliade. Et c'est une production qui est tellement contemporaine qu'elle va marquer très profondément la société italique, donc en Grande Grèce, puis romaine. Jules César, en fait, se dit descendant de Vénus. Pourquoi il se dit descendant de Vénus? C'est parce que, en fait, Rome, dans son histoire, a intégré Troie. Rome est fille de Troie. Et en fait, on voit que tout ce patrimoine culturel est très présent au quotidien, en fait, dans la vie en fait, des citoyens grecs en Grande Grèce, puis romains. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut même retrouver chez les gladiateurs des éléments de la mythologie. Notamment, on a un gladiateur qui a un nom de scène qui est Achilleus, et on a même une gladiatrice qui a un nom de scène qui est Aquilia, donc il fait là aussi référence à Achille. Alors justement, l'hoplite grec va quand même connaître une évolution, et on parlait de contexte favorisant des duels au sein des formations. Eh bien, ça va arriver avec l'évolution de la guerre. À l'époque classique, qui commence en fait avec les guerres médiques, il y a déjà un premier tournant dans l'histoire militaire grecque, c'est le fait que les petites cités qui étaient habituées à se battre principalement les unes aux autres sont confrontées à un empire immense qui va venir envahir la Grèce et qui ne respecte aucune des guerres, des règles de la guerre rituelle instaurées en Grèce. Il réamène la prédominance de tirailleurs, notamment d'archers, et de cavaliers. Du coup, l'hoplite va devoir s'adapter, il va devoir courir sur le champ de bataille, on le voit notamment à Platée, ils sont obligés de faire des manœuvres très rapides, d'avancer, de reculer, ils ont des combats qui sont refusés par leur adversaire, donc ils doivent reprendre leur position, ils sont harcelés, donc déjà il y a des tirailleurs qui reprennent un petit peu de l'importance, et eux-mêmes doivent un petit peu s'adapter. Le cas le plus flagrant, c'est le fait que ces hoplites vont devenir très importants sur les ponts des navires. À Salamine, par exemple, et même avant cela, à la bataille de l'Artémision, si ça vous intéresse d'ailleurs, il y a une petite vidéo à ce sujet-là sur la chaîne, on nous dit que les batailles se sont passées principalement sur les ponts des navires. Les Grecs ne sont pas encore assez à l'aise avec le fait de faire manœuvrer leur trière pour venir éperonner les navires adverses. Donc ils refusent
ce jeu-là de leur adversaire, qui est de toute façon plus nombreux, et ils vont préférer se mettre dans des étroits goulots pour affronter l'adversaire en face à face, pont contre pont. Et là, ce sont les combattants embarqués qui vont se battre en duel, là pour le coup, pas en formation, sur les ponts des navires. Et d'ailleurs, ce qui est particulier, c'est que les hoplites sont beaucoup moins nombreux que leurs adversaires. Par exemple, les navires phéniciens portent 30 à 40 combattants, fantassins de marine, sur les ponts des navires, là où au contraire, les Grecs, et c'est très précis, ils ont 10 épibates, c'est-à-dire fantassins de marine, plus 4 archers. Donc il y a un écart de force assez fort, et pourtant, on s'est attesté par plusieurs sources, et ils ont pris généralement l'avantage. Alors est-ce que c'est dû au fait qu'ils ont un matériel plus défensif, plus protecteur, ou tout simplement parce qu'ils avaient un entraînement un peu plus poussé, notamment dans l'art de se battre en duel. Ça, c'est le premier indice que l'on ait. Et puis la grande seconde évolution, c'est l'époque de la guerre du Péloponnèse. À cette période, ce n'est plus juste deux petites cités qui s'affrontent, ce sont deux blocs, deux coalitions, une menée par Athènes, une autre par Sparte, qui vont s'affronter pendant plus de 30 ans. Hein, et du coup, les militaires, qui étaient à la base juste des citoyens guerriers, vont devenir des citoyens soldats. Ils vont être payés, puisque comme la guerre dure, ils ne peuvent plus retourner à leur champ et travailler. Donc ils vont être soldés, donc leur métier va devenir un métier martial, et là ils vont pouvoir s'entraîner spécifiquement pour ça. Et d'ailleurs, dans la guerre du Péloponnèse, comme la guerre dure longtemps, on commence à pourchasser l'adversaire, on commence à avoir une guerre totale, le but c'est d'anéantir les forces adverses dans la déroute, donc ceux qui s'enfuient se retrouvent dans une formation éclatée et vont devoir se débrouiller pour se défendre individuellement face à des adversaires généralement plus nombreux. On a toujours les batailles sur les ponts des navires, qui deviennent de plus en plus importants. On a des combats dans les prises de cité, puisque à présent, les Grecs commencent à développer ce qu'on appelle l'art de la polyurcétique. Donc là, il faut monter sur les remparts, se battre à 1 contre 1 sur un rempart ou dans une ruelle. Et puis surtout, l'hoplite est confronté très souvent à des embuscades faites par des tirailleurs et des cavaliers. Et donc dans ce cadre-là, eh bien l'hoplite va devenir progressivement, certes, un combattant de formation, mais aussi un duelliste qui va être formé à cela. Et dans les gymnases, qui est le lieu de formation par excellence des citoyens aux arts physiques, mais aussi martiaux, eh bien, les hoplites commencent à se former auprès de spécialistes, des professeurs, qui leur enseignent l'art de l'oplomachie. Alors ça, c'est très bien attesté par les sources. On a notamment Platon qui, à un moment, nous parle de ça. Alors, je crois que tu avais un passage... Tout à fait. Platon, dans son Lachès, en fait, présente de manière assez explicite le rôle d'un maître d'armes, qu'on appelle un oplomachos, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il explique pourquoi, en fait, on a besoin de donner cet enseignement aux jeunes citoyens. C'est tout simplement, comme tu l'as souligné, Vincent, c'est que lors des combats, en fait, quand les lignes commencent à se détendre, en fait, il y a un risque de débandade. Et pour permettre aux combattants de survivre, il faut doter, on va dire, ces combattants d'un savoir-faire technique très spécifique. Et là, en fait, Platon explique la réelle nécessité, en fait, d'éduquer les citoyens à cet escrime, à cette notion, en fait, très importante de maîtrise de l'arme employée pour assurer la survie du citoyen et ainsi continuer à combattre et défendre la cité. D'ailleurs, je vais vous lire quelques petits passages. On a, justement, dans l'Euthydemus, on a Platon qui nous parle, justement, de deux hommes. Alors, Clinias, les deux hommes que voici, Euthydène et Dionysodore, sont savants non pas dans les petites choses, mais dans les grandes, car ils savent tout ce qui concerne la guerre, ce que doit savoir celui qui veut devenir stratège. Donc là, on a l'art général, la tactique et le commandement des armées. Donc là, c'est plutôt l'art d'organiser les rangs. Et enfin, ainsi que tout ce qu'il faut enseigner sur le combat en armes. Donc là, on a une distinction dès cette époque-là, en fait, entre la stratégie, la tactique et l'oplomachie, donc le combat en duel, le combat en armes, la maîtrise finalement de l'équipement qu'il possède. D'ailleurs, il n'est pas le seul, Platon, à nous parler de ce type de choses. On ne va pas vous citer toutes les sources, mais on a par exemple Xénophon qui, à plusieurs reprises, dans ses textes, d'abord insiste sur l'importance de savoir maîtriser son équipement en tant que combattant individuel. Et puis, on a aussi un moment où, dans l'Anabase, il nous cite des professeurs. Le premier nom de vrai professeur spécialisé dans ce cadre-là, c'est Phalinos, qui est un expert dans l'art de l'oplomachie et qui ne travaille même pas pour des Grecs, il travaille pour des Perses. Il forme des Perses à l'art du duel. Donc on voit que ça rentre de plus en plus dans les mœurs à cette époque. Et enfin, il y a même un traité qui a été écrit là-dessus. À la fin du 5e siècle, on a un homme qui s'appelle Démocrite d'Abdère, qui est un grand philosophe, un grand penseur, un contemporain de Socrate,
il a sans doute pas fréquenté, mais il était connu de ce dernier, et Démocrite d'Abder, qui a écrit énormément de textes sur tous les sujets, astronomie, mathématiques, physique, c'est d'ailleurs un des premiers à parler de l'atome, hein, au passage. Eh bien, Démocrite d'Abder, il a écrit des traités sur l'art de la tactique, et un très spécifique, complet, qui s'appelait Oplomachon, donc l'art de se battre en tant qu'hoplite, avec le matériel qu'il porte. Ça, on le sait très bien, puisqu'on a retrouvé ces textes via un doxographe, Diogène Laërce, donc c'est un doxographe de l'époque romaine, 3e siècle de notre ère, qui en fait référence tous les textes et les commente de Démocrite d'Abder. Alors malheureusement, ce livre ne nous est pas parvenu, mais on peut estimer que c'est le premier traité d'art martiaux européen retrouvé ou écrit à un moment dans l'histoire européenne. Et là, il avait mis par écrit, et quand on regarde les textes techniques du 5e siècle avant notre ère, on peut voir que c'était quelque chose de très précis et qui sans doute s'intéressait à la gestuelle martiale de manière assez précise. Maintenant qu'on a parlé justement de cette histoire de l'hoplite, on va pouvoir progressivement voir comment son modèle s'est exporté à l'étranger. Parce que l'hoplite grec continuait à exister un petit peu à l'époque hellénistique, à partir du 4e et du 3e siècle avant notre ère. Il continue à être dans les formations des grandes armées, notamment dans l'armée d'Alexandre. On a ce qu'on appelle les hypaspis, c'est-à-dire ceux qui portent encore le bouclier hoplitique, mais il commence à avoir un rôle secondaire et plus justement un rôle central, comme il l'avait à l'époque des grandes cités-États qui s'affrontaient. Donc il commence à être mis sur les bords des formations, et leur but devient de plus en plus d'être un combattant d'expert, un combattant capable de prendre une cité, de faire un coup de main rapide sur une place, et donc d'être des duellistes, des experts, des mercenaires formés à l'art du duel. Progressivement, ils laissent leur place, c'est la phalange macédonienne qui prend le dessus sur le champ de bataille, puis plus tard, dans le monde italique, c'est la légion romaine. Mais pour autant, cet hoplite, il a énormément influencé les autres peuples voisins, les Macédoniens, mais aussi les Romains, puisqu'ils avaient des colonies en Grèce, et les Grecs ont influencé la culture italique. Tout à fait. Dès le 8e siècle avant Jésus-Christ, les Grecs ont migré vers les côtes campaniennes, les côtes italiennes, pour justement peupler en fait les routes du commerce qu'ils avaient à l'époque avec la partie occidentale de l'Europe. Et en fait, ils ont essaimé toute une série de cités, notamment Cume, pour ne parler que d'une plus importante, ou Sybaris, sur la Campanie actuelle, qui ont permis en fait d'amener le modèle grec en Italie, et d'avoir un modèle aussi qui s'est développé de manière un peu indépendante de la Grèce continentale, et qui a fortement influencé les Romains, parce qu'en fait on a eu de nombreuses guerres entre Rome et ses différents États en fait, pour établir une suprématie locale, et des échanges qu'il y a eu avec l'Étrurie, la Campanie notamment en fait. Ces échanges-là ont amené en fait un développement local du guerrier qui était plus en fait qui employait plus des javelines en fait, mais qui gardait un bouclier comme l'aspis coilé, voire un peu plus petit sur le mode de la pelletée des phalanges macédoniennes, pour justement avoir un combat beaucoup plus mobile, beaucoup plus souple que la phalange vraiment grecque de la période classique en fait. Oui, en fait, on commençait à faire une transition vers ce qui deviendra le système manipulaire romain, beaucoup plus maniable. Exactement. Que la phalange assez compacte et destiné finalement à un impact de face. C'est lié en fait aux effectifs qui étaient employés, mais également aussi au relief et aux techniques qui étaient employées. Tu as parlé tout à l'heure d'embuscades, il y a eu énormément d'embuscades où des batailles, il y avait des effectifs qui étaient relativement réduits, on va dire. Là, je ne parle uniquement que des affrontements entre les Romains et les Grecs, je ne parle pas bien entendu des grandes invasions d'Hannibal pendant les guerres puniques ou de Pyrrhus. Là, mais juste sur les guerres sociales, notamment les guerres dans le Latium, on a vraiment des effectifs qui sont beaucoup plus petits, et la mobilité en fait est très recherchée, et on se rend compte que la javeline est une arme qui est très très présente et qui est redoutablement efficace. On n'est pas sur du tirailleur, on est sur un fantassin lourd avec une cuirasse, une triple axis, donc une cuirasse avec 3 anneaux, avec des protections au niveau des jambes et des aspis coilés ou des boucliers légèrement plus petits, donc qui montrent que c'est quand même un fantassin lourd qui emploie de la javeline, qui est normalement attribuée à des fantassins beaucoup plus légers. Alors, justement, dans le monde italique, puisqu'on est passé à présent vers la période hellénistique, comment va évoluer justement d'abord cette image de l'hoplite, et puis surtout cette influence qu'ont eu les Grecs culturellement, puisqu'on a dit que justement le duel était très présent, et le duel notamment funéraire, dans la culture grecque, et même si ce n'était pas présent dans la réalité martiale, est-ce que ça l'est devenu dans la réalité, on va dire, sociale des peuples italiques ?
Tout à l'heure, j'ai parlé de Homer qui véhiculait le modèle idéal en fait du guerrier, et on le voit dans la poterie qui a été importée notamment en Grande Grèce, mais on le voit aussi au travers des fresques qui ont été retrouvées dans des tombes. Je pense notamment à Paestum qui se situe au sud de Naples, qui est en Campanie, où au cours du IVe siècle, en fait, on a une série de fresques qui ornent ces tombes, qui nous montrent des épisodes clairement identifiés des funérailles de Patrocle, donc à savoir des duels armés, mais également des combats de pugilistes, donc des boxeurs antiques, et également des courses de chars. Donc ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a vraiment une transposition de ce mythe homérique grec archaïque en Grande Grèce, donc en Italie, et l'adaptation se fait en fait plus en termes d'équipement, mais la finalité est la même. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que sur ces fresques, en fait, on peut observer la présence de grenades qui symbolisent en fait la récompense. Et là, on retombe en fait sur exactement les duel qui était organisé vraiment pour la mémoire de Patrocle entre les grands princes pour justement honorer la mémoire du défunt et lui permettre d'avoir un accès plus aisé en fait au monde des défunts. Et ces représentations, en plus, elles sont très techniques et elles ont dû influencer progressivement le passage entre le duel typiquement funéraire et progressivement vers la gladiature. Exactement, en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que les nombreux échanges culturels qu'il y a eu entre les peuples de la Grande Grèce et les peuples d'origine grecque et Rome, en fait, sont faits sur plus de 3 siècles réellement. Et en fait, les Romains ont emprunté cette tradition de duel funéraire à des fins politiques, pour honorer leur nom, mais aussi pour développer leur clientélisme à des fins justement d'élection, de carrière professionnelle, pour obtenir le pouvoir à Rome. Et la transposition en fait du modèle campanien, avec une influence du monde étrusque pour la partie notamment des massacres des 12 Troyens, qui est vraiment aussi un épisode très important en fait de l'œuvre homérique, notamment des funérailles de Patrocle. En fait, c'est fait de manière tout à fait naturelle tout au long des échanges, qui sont faits soit de manière violente dans le cadre des guerres, mais aussi en fait des échanges culturels, des échanges de population. Et on assiste en fait à un syncrétisme, donc à un mélange culturel de ces 3 traditions, donc de la Grèce continentale, de la Grèce issue de la Grande Grèce et de Rome, qui ont abouti en fait à ce modèle gladiatorien qui va se développer à la fin de la République, donc au cours des 2 derniers siècles avant Jésus-Christ, puis vraiment exploser en fait à la période impériale, avec notamment Octave qui va devenir Auguste et qui va lancer vraiment la gladiature telle qu'on la connaît à l'heure actuelle. Avant de passer sur la gladiature et sur l'Oplomaque, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les techniques qui sont représentées, alors que ce soit sur les fresques de Paestum ou justement dans le monde italique, et les techniques employées, est-ce que ça change par rapport aux techniques qui sont présentées sur la céramique grecque? Oui, tout à fait. En fait, on peut remarquer qu'il y a une évolution des types de combats représentés qui sont en fait l'illustration de ce qu'on peut retrouver dans les gymnases. On a parlé principalement de l'oplomachie, donc qui est un duel qui est fait avec un bouclier rond, qui est la spiscoïlée, mais on a aussi la celtomachie, donc qui est en fait avec l'équipement celte. Celte étant vraiment des boucliers que l'on connaît, qui sont rectangulaires avec une grande épée, et en fait on peut remarquer que les peuples hellénisés en fait se sont adaptés à leurs ennemis et ont essayé de comprendre leur mode de fonctionnement et de proposer un enseignement pour les contrer. Et on trouve aussi de la pelta stickée, où en fait on a des combats d'infanterie légère avec un équipement beaucoup plus léger. Toutes ces panoplies ont amené un développement technique qu'on peut retrouver notamment dans les fresques de Paestum sur l'ordre en fait des blessures qui a été infligé, on va dire, aux combattants, et notamment en fait on voit typiquement par rétro-ingénierie toute une série de mouvements très techniques qui nous laissent penser qu'il y avait des jeux complexes basés sur première ou deuxième intention qui se déroulaient dans ce cadre de combat-là. Et ce n'était pas un combat primaire dans le sens où on n'avait pas d'éléments techniques à proposer, au contraire, il y avait une construction de jeu pour permettre d'avoir une notion de spectacle, parce qu'on honorait la mémoire d'un défunt dès cette époque-là, dès l'époque hellénistique. Et ce qui était intéressant, c'est que ce panel en fait n'a fait que croître au fur et à mesure des siècles pour atteindre le panel que l'on connaît à la période impériale. Et d'ailleurs, j'avais lu que à l'époque étrusque, les personnes qui étaient embauchées pour faire ça, c'était pas forcément des nobles ou des combattants, c'était des esclaves ou des personnes qui avaient un statut un peu de professionnel, tout à fait, qui étaient employés dans les jeux. Par exemple, dans les jeux, alors en dehors, mais pour les grands jeux de banquet, ceux qui venaient faire du pugilat ou les danseurs, c'était des pros. La meilleure des sources que l'on a sur ce type en fait de personnes, en fait, ce sont des joueurs de flûte, en fait, des joueurs de l'os, où en fait on a réellement un statut, en fait, et on le voit notamment à Rome en fait par certains textes qui nous indiquent comment en fait ils sont engagés. Et effectivement, on a des populations qui sont dédiées, enfin des personnes dont le métier est de pouvoir honorer, on va dire,
ce genre de spectacle lors de grandes funérailles. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que la notion de maître d'armes en fait est apparue dès Platon. On a parlé tout à l'heure du Lachaise notamment. Dans les lois également, il en fait mention. Et on le retrouve principalement, cette notion très développée dans la partie orientale du bassin méditerranéen, notamment chez les Égyptiens, où on voit en fait qu'il y a des maîtres d'armes qui sont itinérants, donc qui vont de cité à État, et qui en fait sont là pour donner, on va dire, un enseignement très technique sur des armes très précises et amener justement, on va dire, les éphèbes, donc les jeunes citoyens qui sont en pleine éducation militaire, on va dire, à un niveau qui leur permettra de pouvoir justement tenir leur rang sur les champs de bataille. Donc on a un réel en fait développement technique de ce type de métier en fait tout au long de la période hellénistique et qui était déjà présente à la période classique autour du bassin méditerranéen. Et cette transition justement de l'hoplite archaïque qui se bat sur un champ de bataille vers cette hoplite, on va dire, de spectacle, ou en tout cas de bûcher funéraire, est-ce que ça se retrouve sur le matériel? Parce que quand on parle hoplite, on a l'image épinale du guerrier, donc avec la grande lance, grand bouclier, thorax en bronze, casque corinthien, mais j'imagine que dans son évolution, pour arriver sur un combattant plus individualiste, ça doit se retrouver sur son équipement aussi. Ça se retrouve sur l'équipement, et ce qui est intéressant de voir, notamment en Grande Grèce, et plus particulièrement en Campanie, c'est qu'en fait, il y a une adaptation du matériel au duel, par rapport en fait à la proximité des combattants. Donc on va avoir le bouclier, la spis coilée, qui va être représenté à une taille beaucoup plus réduite, et Trendal disait que en fait, on voyait même des boucliers dits pyramidaux. En fait, c'est des boucliers qui sont légèrement coniques. Mais on ne sait pas encore, il y a un débat actuellement entre les historiens là, si ce sont des boucliers qui sont entièrement concaves ou s'ils sont vraiment pyramidaux. Néanmoins, ce qu'on peut voir, c'est une diminution de la taille qui est cohérente aussi avec ce qu'on peut observer sur les champs de bataille avec la pelletée macédonienne, en fait, qui est une version plus petite de la spis coilée, parce qu'il n'est pas tenu en fait à la main, les deux mains sont prises sur la hampe de l'alsaïs. Et cette spécificité du matériel est induite en fait par les techniques qui sont mises en œuvre. Et en fait, on voit une adaptation de ce matériel. Les casques sont toujours présents, mais les combattants sont représentés assez souvent nus, avec juste comme protection des cnémides. Et très rarement, en fait, on les voit avec soit des cuirasses en lin, soit en fait des triplaxis, donc des cuirasses en fait qui sont des trois ronds en fait au niveau de la poitrine. Mais la plupart du temps, ils sont représentés nus. Et on présume en fait que c'était la tenue que pouvaient avoir les combattants lors des funérailles de Patrocle dans l'Iliade. En fait. Alors justement, au niveau du matériel, on parle de combattants nus. Finalement, c'est un retrait de protection dans un cadre très spécifique qui pouvait se retrouver peut-être dans un cadre martial, mais à l'époque hellénistique, Rome fait une transition au niveau de la guerre et elle passe au système manipulaire et à la légion que l'on connaît. Donc il conserve quand même des fantassins lourds qui recherchent le choc, la tenue d'une ligne d'infanterie, mais l'hoplite, lui, en tant que combattant, disparaît des champs de bataille, mais il perdure donc dans ce cadre des duels funéraires, avec un matériel qui, lui, a évolué, s'est réduit. On est passé avec un peu moins de protection, notamment au niveau du torse, vers peut-être ce qu'on connaît à l'époque d'abord républicaine puis impériale avec l'oplomaque. Effectivement, c'est que si on parle de gladiature, son origine vient donc des duels de bûcher funéraires, mais à partir du 1er siècle avant, le spectacle devient un spectacle non plus dans le cadre privé mais public. Et donc on va passer de ce qu'on dit souvent de panoplie donc ethnique à des panoplies techniques. Donc on va avoir un matériel qui va vraiment s'ancrer dans le spectacle et dans vraiment cette notion de duel. Mais on retrouve tous les éléments qu'on a chez l'hoplite, en quelque sorte, mais qui vraiment se sportifie, en quelque sorte. Donc l'oplomaque, si on veut vraiment le reconnaître, et ça, sur les premiers, deuxième siècles après Jésus-Christ, qui est vraiment les 2 siècles de la gladiature, on peut dire, on a le bouclier rond, et là, un bouclier qui est plutôt bombé. On le retrouve très souvent bombé, même si quelques images où on peut voir un peu un plat, il est globalement plutôt bien arrondi. On va retrouver la lance, bien sûr, mais sans talon, là pour le coup. Elle est représentée juste avec un fer à son bout. On va avoir la dague, bien sûr, la dague dans la main gauche, parce que tous les gladiateurs se doivent d'avoir une dague, parce que le but, c'est comme lors des funérailles, c'est de verser le sang, donc en faisant des entailles, en étant bien précis dans son geste. On va retrouver plus ou moins ce qu'on pourrait avoir comme des cnémides, mais là ce sont les ocréae, donc des grandes protections sur les jambes. Le torse est nu,
Et on va avoir les cuisses qui vont être aussi assez régulièrement protégées par des protections en cuir ou en tissu. Et le bras droit aussi du combattant qui est protégé. Le casque, quant à lui, de l'Oplomac se reconnaît assez bien. Parce que c'est l'un des seuls casques qui a une collerette qui est bien plate, comme ici. Très souvent, qu'on voit une collerette bien plate, c'est celui de l'Oplomac, avec la face fermée, donc en avant. Alors, petite question, je m'interrogeais sur le fait qu'il y ait des crêtes sur les casques des gladiateurs, et est-ce que ça évoque finalement les cimiers des hoplites grecs, puisque ce cimier-là, à la base, il n'a aucune vertu martiale, son seul objectif, c'est de montrer la richesse du combattant, de s'embellir pour être beau devant Hadès, et puis surtout de rehausser un petit peu la stature pour paraître un peu plus fort, un peu plus grand, mais ça n'a aucune fonction martiale, comme ça pourrait l'avoir chez les Romains pour signifier un grade, ni même, comme certains l'ont dit à un moment, pour montrer dans quel sens va la formation, puisqu'en fait on a des cimiers horizontaux et verticaux, donc on les retrouve un peu dans tous les sens. Est-ce que c'est une influence qu'on retrouve chez les gladiateurs, et spécifiquement chez l'Oplomac? Alors j'ai envie de dire oui et non. Les premiers casques de gladiateurs, donc ceux qu'on va avoir au 1er siècle avant, sont des casques qui sont très proches des modèles finalement militaires. On a la face ouverte, on a des paragnatiques qui protègent les joues, et on a des crêtes qui sont quand même assez petites. Et on voit que le casque du gladiateur évolue avec le temps. On a notamment la collerette qui va s'agrandir, et on va voir l'apparition de la face qui va se mettre en place. Et cette face pèse beaucoup, notamment vers l'avant. Et on remarque, encore une fois, par l'archéologie expérimentale, en faisant des tests, nos forgerons, quand ils fabriquent un casque, on remarque que si on n'a pas cette crête qui est présente, le casque est déséquilibré. Donc l'augmentation de la crête s'explique notamment par l'apparition de la face pour rééquilibrer bien le casque bien en avant. Donc cette crête, elle est avant tout mécanique pour avoir un casque équilibré. Mais on voit aussi que cette crête va avoir vocation aussi à servir de décoration, puisqu'on a beaucoup de représentations. On voit les gladiateurs qui vont mettre sur cette crête des plumes. On voit des crêtes couvertes d'une grande panache plumée, bleu, rouge, et même des fois des petits portants ici sur le côté, pour avoir 2 grandes plumes sur le côté. Donc on retrouve finalement cet élément très décoratif du casque grec, ou un gladiateur qui est très beau, avec un casque qui est magnifique, avec des belles plumes, et qui ne servent absolument à rien dans le combat. Ouais. D'ailleurs, je crois que même sur Paestum, on en a qui ont des aigrettes. Des aigrettes. Tout à fait. Mais en fait, il faut faire un petit peu attention à ce niveau-là, parce qu'on n'a pas de vocation militaire, à proprement parler, pas de vocation, on va dire, dynamique, on ne va pas faire une percussion avec. C'est une indication en fait, du statut. Et en fait, on a notamment la légion de l'Ain, qui est une légion de soldats samnites, qui est l'équivalent du bataillon sacré des Thébains, donc qui est une division d'élite, enfin une unité d'élite, qui emploie les aigrettes justement pour se différencier des autres troupes. Oui. Donc on est plus sur une distinction, on va dire, d'une troupe d'élite par rapport, on va dire, à la troupe classique en fait de cet état. D'ailleurs, j'avais une question pour toi au niveau de l'Oplomac, puisqu'on va en parler tout à l'heure. Est-ce que on a une sorte d'accointance chez les peuples hellènes qui seraient présents dans les sources romaines pour soutenir l'Oplomac parce que c'est le représentant de leur culture ou pas du tout? Et bien justement, au contraire. Les recherches qu'a fait notamment Meryl Ducrot dans notre entreprise sur les tombes qu'on va retrouver plutôt en Orient, donc notamment en Grèce, montrent qu'on représente moins l'Oplomac du côté des Grecs. Ils ont plutôt une prédominance à représenter d'autres types de gladiateurs, notamment les Essédaires, qui seraient plutôt avec un style proche des guerriers celtes, mais on retrouve finalement moins d'Oplomac en Grèce, et on va plutôt les retrouver dans d'autres lieux. On a des très belles représentations d'Oplomac en Gaule notamment, en Germanie, ou dans le nord de l'Afrique, mais un peu moins en Grèce. Ah ouais, ça devait leur paraître moins exotique finalement. Tout à fait. Peut-être que ça leur paraissait moins exotique, donc d'où le fait qu'on retrouve plutôt des Essédaires. Donc l'Oplomac est vraiment un gladiateur qu'on reconnaît très bien, et qu'on reconnaît aussi à ses adversaires. Parce que les panoplies des gladiateurs sont ancrées dans leur équipement, mais sont ancrés aussi dans les adversaires qu'ils peuvent affronter. Et on le sait, on le voit à chaque fois, l'Oplomac a 2 adversaires. C'est soit les Myrmillons, donc combattants à grand bouclier, avec une seule dague droite, et quand il affronte le Myrmillon, il utilise la lance, et ou sinon il se retrouve face aux Thraces,
un autre combattant à petit bouclier, mais cette fois-ci carré, et à la dague courbe. Et là, ce qui est intéressant, c'est que quand il affronte un Thrace, et qui sont donc petit bouclier contre petit bouclier, mais là, il n'a pas de lance. L'Hoplomach abandonne la lance. Quand il est face à un Thrace, il se base seulement à la dague. Et donc, on a deux combattants qui sont à des très courtes distances pour venir s'affronter là-dessus. Il y a une raison au fait qu'on lui enlève la lance face à ce combattant qui a un petit bouclier? Alors là, ça va être plutôt l'archéologie expérimentale qui va pouvoir nous donner des pistes pourquoi on enlève la lance. La lance en gladiature perd son utilité, on le verra prochainement pour le coup, son utilité de venir percer, toucher. On ne perce pas avec la lance de l'Hoplomach, puisque le but n'est pas de tuer, encore une fois en gladiature, c'est de faire un spectacle. Donc la lance, elle sert en amorce, à venir gêner l'adversaire en venant appuyer sur son bouclier, sur son casque. Ça marche extrêmement bien sur le Myrmillon. Mais on a vu en faisant l'expérimentation que sur un Thrace, vu sa mobilité, vu sa façon de jouer, ce n'est plus du tout intéressant. Donc face à lui, avoir la lance, c'est pas très utile, ça fait pas un spectacle intéressant. Donc on les fait passer les deux directement dague bouclier. Bah justement, ça fait une bonne transition sur la seconde vidéo qui va venir sur la technique et justement pour vous présenter le combat, la différence de combat entre l'Hoplite qui se bat généralement contre un autre Hoplite et l'Hoplomach qui lui va combattre d'autres adversaires comme le Myrmillon ou le Thrace. En tout cas, merci à vous deux d'être venus sur la chaîne Histoire d'aimer. Merci Stéphane pour ton intervention avec nous. Et puis j'ai hâte de continuer à lire tes recherches sur le sujet. Et quant à vous, je vous invite à venir suivre la seconde partie de cette vidéo sur la chaîne YouTube de Acta, donc Acta Vidéo. Je vous mettrai évidemment le lien en description. Je serai présent aussi dans cette vidéo pour que vous présenter un petit peu toutes ces techniques. Et puis en attendant d'aller voir cette dernière, portez-vous bien. Test de son. Et bonjour, bienvenue pour le trésor de France 3 Méditerranée. Au journal aujourd'hui, monsieur Patalucci qui a encore une fois perpétré son œuvre dans la cité phocéenne.